Sans plus tarder, dans le fond, on parle ici de défendre l'OT. Donc, on va juste mettre dès maintenant les acronymes sur la table, là. Donc, quand on parle de TI ou de IT, c'est pour les technologies de l'information, comme vous savez tous probablement. Sinon, lorsqu'on parle de OT, on parle des technologies opérationnelles. Donc, il y a bien sûr certaines différences. On va commencer par faire un bref aperçu de qu'est-ce qu'on veut dire par les différences de l'OT et de l'IT et surtout, c'est quoi la différence quand on parle de les sécuriser et de les défendre contre les menaces. Donc, je pense que Bernard, tu peux commencer. Oui, mais dans le fond, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites dans cette division-là depuis le début des activités. Pour ceux qui étaient là au niveau avec Dragos et le restant du panel qui était auparavant, ils ont fait un excellent résumé de la différence IT-OT. Je vais surfer un peu sur ce qui a été dit, puis je vais aussi remettre des termes pour ceux qui n'étaient pas là. Grosso modo, une des différences essentielles des technologies de l'information, on traite de la donnée, on prend des décisions sur de la donnée et on produit de la donnée en extrant. Le plus clair du temps, on peut résumer ça de cette façon-là. Il y a des exceptions, mais on ne s'enfergera pas dans les fleurs du tapis. Côté technologie opérationnelle, on tombe vraiment dans ce qui a un effet souvent cyberphysique, que ce soit quelque chose qui est capable de prendre l'information d'un environnement pour prendre des décisions ou qui soit capable d'effectuer un impact sur l'environnement. On tombe vraiment plus au niveau opérationnel. Souvent, de façon interchangeable, on va mélanger les technologies industrielles, donc tout ce qui supporte une production, tout ce qui supporte la smart grid, tout ce qui supporte ces genres de systèmes-là, et ce qui est vraiment rattaché à opérationnel. Donc, on peut inclure là-dedans les véhicules, on peut inclure là-dedans les toasters intelligents, essentiellement tout ce qui a un effet concret sur le quotidien, ce qui a un effet physique. Donc, vraiment, le cœur des différences est là. Et évidemment, il y a des enjeux qui sont différents de part et d'autre. Dans certains cas, on va vraiment mettre l'emphase plus au niveau de la protection de la donnée, sur à quel point est-ce que les données sont sensibles, dans le cas des TI. Dans le cas des TO, essentiellement, il y a d'autres enjeux qui viennent, dépendamment c'est quoi le type de technologie qu'on utilise. Un exemple très concret, on peut penser aux véhicules. Les véhicules intelligents, bien, si un véhicule est compromis, c'est potentiellement la vie des gens qui est en danger. Pour donner un exemple très clair, très vif, il y a des nuances, mais ça implique que le type de risque qu'on traite n'est pas nécessairement le même et les décisions non plus. Sous-jacent au système opérationnel, on a plusieurs composantes électroniques qui vont constituer le système opérationnel qu'on utilise. C'est là, en fait, que notre panel aujourd'hui rentre en pertinence. C'est que les composantes opérationnelles, les composantes électroniques qui les composent sont très hétérogènes parce qu'ils ont des fonctionnalités hétérogènes qu'ils doivent assumer aussi. Donc, c'est pas Linux ou Windows ou OS X, ça y est, c'est l'étendue de vos systèmes d'exploitation, vous jouez dans cet univers-là. C'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus large que ça, et c'est beaucoup moins standardisé parce que les applications sont différentes. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle d'électronique. Je ne sais pas si vous avez d'autres points que vous vouliez ajouter. En fait, un des grands défis qu'on rencontre dans la différence entre les cybersécurités opérationnelles et organisationnelles, c'est souvent lié à la confusion que comment on protège chacun de ces deux types de cybersécurité-là. Dans mon passé, je me souviens, je travaillais dans une compagnie où il y avait un certain François. Il m'est arrivé avec une solution que les ingénieurs avaient développée, une très belle solution technique, et ils voulaient qu'on les branche sur les réseaux corporatifs. Puis le problème avec ce genre de choses, c'est souvent la cybersécurité, elle n'a pas été tenue compte à la conception du système. On doit le brancher sur les réseaux corporatifs. Et là, à ce moment-là, le problème, c'est que là, il y a des petites discussions qui peuvent avoir lieu. Peut-être vous avez déjà entendu ce genre de discussions, mais c'est souvent les TI vont dire « Pourquoi tu ne nous as pas informés avant? Tu faisais une solution comme celle-là. On vous aurait recommandé autre chose. » Puis là, tu as les gens qui sont responsables du système qui disent « Ouais, mais on devait le faire. » Et ça, ce qui se fait, c'est en bout de ligne, on essaie de les brancher sur les réseaux corpos, puis là, on est obligé de diminuer la sécurité et puis de faire des compromis, surtout. Et là, on augmente le risque. Puis souvent, on augmente le risque autant du côté opérationnel que du côté organisationnel. Puis je pense que ça, c'est vraiment une des raisons qu'on veut vraiment faire la clarification entre les deux. C'est oui, il y a une séparation, mais aujourd'hui, avec la venue du cloud, avec les services qui sont disponibles avec le 5G, où est-ce qu'on peut tout avoir de brancher en tout temps, cette indifférence, ce silo-là entre les deux, maintenant, est porté à disparaître. Puis ça va être maintenant ensemble, puis on doit travailler ensemble pour arriver à bien faire marcher les choses. Si je peux... bien sûr. J'avais rien à dire, mais finalement, j'ai peut-être quelque chose à dire. En fait, un point que je peux amener, c'est dans la fabrication des dispositifs microélectroniques. La chaîne d'approvisionnement est hyper complexe et de plus en plus complexe.
Vous m'entendez mieux, là? OK. Donc, la chaîne d'approvisionnement microélectronique est hyper complexe. Chaque acteur se spécialise de plus en plus, ce qui fait que les sources d'approvisionnement sont diverses. Et vu que le champ est libre, il y a des malwares, des gens qui peuvent attaquer votre chaîne d'approvisionnement et avoir des puces qui ne sont pas nécessairement ce que vous pensiez avoir eu. Donc, on appellera plus tard. Oui, merci. Très intéressant. Ça nous amène en fait à la prochaine question. Donc, vous parlez justement des composantes électroniques, puis on parlait aussi de faire le pont entre les gens qui sont plus dans les TI et les TO. Dans le fond, je pense qu'il y a une question de communication entre les deux, bien sûr. Puis, je pense que peut-être certaines personnes ici sont plus en TI. Donc, ce serait intéressant de définir un petit peu quelle est un peu soit la surface d'attaque ou plus les concepts de sécurité quand on parle vraiment de ce qui est physique, ce qui est électronique. Je ne sais pas si vous vouliez y aller. Oui, bien, les surfaces d'attaque, c'est sûr, en hardware, on n'a pas les mêmes vocabulaires, mais les surfaces d'attaque, souvent, qu'est-ce qui peut arriver en électronique, c'est que les puces en fait, il y a des réseaux où est-ce qu'ils prennent les anciens ordinateurs, les anciens systèmes électroniques et enlèvent les vieilles puces et les revendent sur le marché. Ils vont les revendre naturellement dans des applications qui sont semblables à la puce, mais la puce, elle ne peut pas nécessairement fabriquée pour cette tâche en particulier. Ce qui fait que le système peut avoir des défaillances qui vont être difficilement explicables parce que l'identification a été changée pour mettre sur quelle puce ils vendent. Donc, tu as des applications comme ça. Puis, il y a les plus sophistiqués, où est-ce qu'il y a carrément dans le fond, des espions intelligents qui vont changer le design pour mettre une puce qui est une puce espion qui va envoyer des informations à qui de droit. Mais ça, c'est absolument, ça va être des pays qui vont faire ça. Oui, effectivement, puisqu'on peut se dire que revendre des pièces et puis les acheter définitivement à plus bas coût, ça peut être intéressant, mais ensuite, on ne sait pas exactement à quoi on a affaire. Puis, ça peut être l'opportunité pour un acteur malicieux d'aller vendre des pièces qui, elles, vont avoir des portes dérobées en bon français. Donc, on a vu, je pense que c'est en 2018, qu'il y avait plus d'une trentaine de grosses compagnies qui avaient acheté des puces qui avaient littéralement une porte dérobée sur leur PCB. Puis, cette porte-là permettait en gros de prendre contrôle à distance de n'importe quel système. C'était définitivement la main d'un acteur national qui était derrière ça, mais donc c'est sûr que de nos jours, les attaques de chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus fréquentes. Donc c'est sûr que c'est important d'être conscient de cet enjeu-là. Donc, outre le fait d'acheter des puces du bon manufacturier, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour se protéger contre ça? Bien, en fait, les distributeurs vont sécuriser leurs approvisionnements aussi, mais parfois, ils ne vérifieront pas la provenance. Mais donc, pour se protéger, la meilleure façon, c'est de chercher à avoir les pièces d'origine. Donc, d'avoir des pièces de Texas Instruments ou STMicro pour avoir vraiment la pièce d'origine. Parce qu'il y a des compagnies, c'est souvent en Asie, où est-ce qu'ils effacent le numéro pour remettre un autre code qui font que ce n'est pas la vraie pièce qu'on met à l'intérieur. Puis ils vendent à des distributeurs. D'un point de vue, c'est ça, d'un point de vue électronique, c'est super intéressant parce qu'il y a une traçabilité qui est importante là-dedans. L'autre point aussi qu'on a, c'est au-delà de ça, il y a souvent une tentative d'essayer d'aller chercher le moindre coût. Quand le coût est trop bas et c'est trop intéressant, c'est trop beau pour être vrai, bien, c'est probablement qu'une raison. C'est peut-être une contrefaçon. Vous allez probablement payer le prix plus tard quand la contrefaçon se met à moins bien marcher. D'un point de vue purement cybersécurité aussi, c'est pas juste. Il y a la supply chain qui est super importante, mais il y a tout le restant aussi du design que vous faites au niveau de votre composante électronique. Ça va du design du board, de la supply chain, comme Richard l'a si bien dit, mais aussi au niveau de la façon que le firmware lui-même, le micrologiciel, est designé. Donc, de penser à votre design de composante électronique avec une optique d'attaquant, de comment est-ce que je pourrais faire pour rentrer dans le système, qu'est-ce que je devrais protéger, c'est quoi que je veux absolument protéger.
La racine de la cybersécurité, puis TI, TO, peu importe, on oublie tout ça, c'est la gestion de risque. Prenez le temps d'analyser le risque que votre compagnie et vos clients, surtout vos clients, sont exposés en utilisant votre appareil. Ça va vous permettre de prendre la décision de qu'est-ce que vous devez investir pour protéger. Je donne un exemple très concret. Si votre appareil électronique, on est capable de rentrer par le même port de programmation que les développeurs utilisent, on est capable d'extraire le firmware. Si j'extrais le firmware, je peux l'analyser au complet. À partir de ce moment-là, si vous avez utilisé des secrets qui sont similaires à tous vos appareils, j'ai besoin d'en casser un dans le fond de mon sous-sol pour avoir accès à tous vos appareils. À partir de ce moment-là, vous avez un problème de sécurité sur les bras parce que le jour que l'exploitation se produit, ben il n'y a aucun moyen de tracer que quelqu'un est en train de faire des tentatives versus une technologie informatique où on voit des logs d'attaque. Mais là, si je suis dans mon sous-sol puis je fais de la rétro-ingénierie sur votre système, vous ne le saurez pas avant que j'attaque. Donc, cet aspect-là est vraiment à considérer parce qu'il y a une possibilité de vol de pays, de propriété intellectuelle, puis il y a une possibilité aussi d'avoir des gens qui peuvent extraire des secrets pour compromettre d'autres systèmes que vous contrôlez ou que vous vendez à vos clients. Donc, la notion de la sécurité à la conception, c'est vraiment essentiel. C'est la base de tout votre système qui devrait aussi vous driver les choix technologiques, les choix de la supply chain, au point de Richard, pour arriver à une technologie qu'après ça, vous êtes capable de sécuriser sur le sens du monde et offrir à votre client un certain niveau d'assurance qui vous pose la question, c'est quoi mes risques en mettant ton produit dans mes choses? Je sais pas si... Oui, en fait, une autre recommandation pour atteindre aussi ces objectifs, c'est, je pense que beaucoup de gens l'oublient, c'est vraiment de bien définir les requis. Nous, on se fait souvent poser la question, c'est est-ce que cette pièce-là, elle est sécure? Mais elle fait quoi, cette pièce-là? Dans quelle optique tu veux l'utiliser? Puis un exemple que je donne souvent, c'est, je m'excuse un petit peu de la francisation, là. J'ai hâte de voir comment ils vont traduire ça en arrière, là. Mais un 2x4, si on le met sur l'horizontale pour traverser une rivière, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Mais si tu prends le même morceau puis tu le mets debout, puis tu le doubles, bien, le même morceau va être beaucoup plus sécuritaire dans cette utilisation-là. Mais c'est la même chose dans l'électronique. Puis ça, c'est un défi, une question qu'on se pose souvent, c'est comment on fait. Bien, ce qu'on dit à nos clients, c'est qu'est-ce que vous essayez de faire? C'est écrire les requis. On en revient souvent avec ça, surtout dans le développement de logiciels, là. C'est quoi les requis de cybersécurité que vous tentez d'atteindre? C'est quoi votre objectif? Un coup, ces objectifs-là sont clairement énoncés. Là, on est capable de vous dire, ah oui, cette pièce-là, c'est la bonne, c'est celle-là que vous avez besoin parce qu'elle rencontre vos exigences. T'sais. Effectivement, de partir dès la base de la conception, dans le fond, la première étape avant même de penser à quoi que ce soit dans le design, ce serait de regarder les requis à la fois et aussi peut-être faire un genre de threat model de ce qu'on est en train de designer. Pensez-vous que tout ce qui est fait après le design, donc par exemple des tests de sécurité ou des pen tests, bien que ça s'applique peut-être un petit peu moins au monde du matériel, mais ça peut s'appliquer au TO pareil. Quel rôle est-ce que vous pensez que ça a là-dedans? On m'a passé le micro, je pense aussi, expérience opérationnelle de la chose. Je parle par l'expérience. C'est une des choses que j'ai faites par le passé et que je continue à faire, des tests d'intrusion sur des appareils électroniques. Oui, je pense que ça a sa place. Ça a sa place, mais au bon moment. C'est-à-dire que faire un test d'intrusion, il y a, à mes yeux, 2 bonnes raisons de faire ça. Premièrement, la sécurité a été pensée, a été établie, a été déployée. On a fait déjà nos devoirs. C'est bon, on veut la tester, on veut s'assurer que ça fonctionne. C'est essentiel parce qu'à partir de ce moment-là, vous devez vous éprouver ce que vos concepteurs ont pensé quand ils l'ont fait avec la réalité. C'est une façon de penser qui est différente. C'est vraiment un job en soi à être faire des bons tests d'intrusion. Ceci étant dit, l'autre raison, c'est si vous n'avez pas de sécurité, mais que votre exécutif a besoin d'être convaincu, des fois, le pentest, c'est la façon de le faire parce que ça leur frappe d'en face comme un 2x4. C'est là qu'on fait « Ah, OK, oui, c'est vrai, il y a façon dont on peut faire ça. » Mais si vous avez déjà une conscientisation de la cybersécurité, vous cherchez par où commencer, le pentest n'est pas nécessairement la première étape que je recommande. Même ça m'est déjà arrivé de redire à des personnes qui nous ont approchés « Ah, je veux un pentest. Ben pourquoi? Ben c'est pas par là que je commencerai. Parce que essayer de défoncer une porte ouverte, ça sert à rien. Je vous apprends rien. Commencez par comprendre les risques. Commencez par comprendre c'est quoi que vous voulez vraiment protéger, c'est quoi qui est essentiel. Faites vos devoirs initiaux. Puis après ça, on pourra se parler. Après ça va vraiment pertinent. Puis aller jusque-là, ça prend des gens qui supportent. C'est bon, on peut supporter, mais le pentest, c'est quelque chose qui est vraiment... Soit on teste une porte fermée, ou soit qu'on veut éveiller des consciences puis dire oui, c'est pertinent. Fait que c'est mon point là-dessus.
Mais je pense que c'est très intéressant. Puis juste avant que vous renchérissez, peut-être amener un peu la discussion vers quelque chose qui certaines personnes ici pourraient se demander. Donc, vous parliez de par où on commence. Donc, si, par exemple, nous, on a une compagnie qui soit fait du matériel électronique, puis on veut que nos clients aient confiance en nous, ou alors si vous achetez des pièces et puis vous construisez d'autres produits dérivés avec ça, par où est-ce qu'on pourrait commencer? Parce qu'on parle ici de Secure by Design, mais si votre design il est non seulement fait, mais il est vendu depuis 15 ans, ça peut être un petit peu difficile de se retrouver. Donc vous pourrez renchérir là-dessus. Oui, bien... Pour acheter ses pièces sur Alibaba ou ça commence par ça. Sécuriser sa chaîne d'approvisionnement, puis même un coût, donc par contrat, de s'assurer de la provenance d'origine des pièces, mais aussi de faire des audits. Tu sais, quand le produit est démarré, faire des audits, vérifier ce que vous recevez, c'est toujours essentiel. Là. Oui, en fait, une autre question, on vient souvent de la part de nos clients, c'est justement, ils ont des systèmes opérationnels depuis plusieurs années. Leurs clients font l'acquisition de ce système et leur demandent si tu sécures cette affaire-là. Tu sais. Puis là, bien, le problème, c'est qu'eux, ils le vendent depuis longtemps. Ils ne peuvent pas prendre ce produit et le mettre de côté. Comment on fait? Bien, la première chose qu'on fait, puis on y a touché le sujet un petit peu tantôt à Bernard, mais c'est vraiment faire l'évaluation des risques. C'est la première étape à faire, c'est faire une évaluation des risques et des vulnérabilités existantes sur le système. Un coup, on connaît bien sont où les risques, on va pouvoir voir si on apporte des corrections immédiates au système, parce que peut-être qu'on va trouver quelque chose qui est vraiment mauvais puis que ça ne fait pas de sens. Et ensuite, on peut bâtir un plan. Puis il existe des standards dans le domaine du transport, dans lequel nous, on œuvre beaucoup. Il y a le standard ISO 21434 qui existe, qui en fait, ce que ça fait, c'est force à mettre au design des requis de cybersécurité, mais en même temps, s'il y a déjà un produit qui est en production, il y a façon d'appliquer ce standard-là pour évaluer les risques actuels, pour pouvoir, dans une itération future de ce produit-là, insérer des requis de cybersécurité puis évaluer comment on fait l'approche. Puis souvent, c'est en collaboration avec les gens en hardware parce que malheureusement, le système, des fois, ça fait plusieurs années qu'il opère, il faut contacter le fournisseur original, vérifier si on est capable de le changer, etc. Fait que c'est vraiment une collaboration avec les fournisseurs tiers puis aussi avec les gens qui s'y connaissent dans le domaine. C'est vraiment important. C'est pas n'importe qui peut conseiller là-dessus. C'est des gens qui ont d'expérience. Pour toucher le point, justement, de l'analyse de risque qu'on parlait, c'est quelque chose qui est à la base. On en a parlé depuis tantôt, de comprendre c'est quoi qu'il y a à faire. Puis surtout l'analyse de risque pour les gens qui ne savent pas par où prendre la bête, parce que c'est complexe. L'analyse de risque, c'est plus que faire un chiffrier Excel à 3 colonnes. C'est essentiellement, il y a des standards qui existent. Tu en as nommé un, justement, 21434, qui est un bon standard pour l'automotive, mais il y en a plein d'autres. Il y a une marée de standards par où regarder. Si j'ai une recommandation à faire, un des bons standards pour qui que ce soit veut commencer à faire quelque chose dans ce domaine-là, c'est de regarder le NIST, un organisme américain qui est gratuit essentiellement, mais tous leurs éléments en ligne ont fait le Cyber Security Framework, qui est le NICE Cyber Security Framework, entre autres, comprend comment est-ce que faire une culture de sécurité dans l'entreprise. Donc ça, c'est la base, parce qu'on ne met pas des mesures en place de sécurité dans un produit si la compagnie, les employés et le staff n'y croient pas, parce que vous allez patiner dans le beurre. Donc, bâtir la culture de la cybersécurité dans l'entreprise. La deuxième chose, il existe des éléments comme le Secure Software Development Framework, qui est aussi du NIST, qui donne les balises de comment faire du logiciel sécuritaire. On parle de firmware, mais le firmware, si on suit quand même les balises software, on retrouve quand même des bons points de départ puis des bonnes pratiques à mettre en place pour essayer au moins de commencer dans cette... Je vais utiliser un terme que j'aime moins, mais dans cette aventure. Mais en fait, de cette obligation-là de plus en plus, puis être capable de montrer patte blanche à des clients potentiels sur qu'est-ce qu'on fait dans notre système. Parce qu'après, ces systèmes-là, tous ces standards-là ont pour point commun de dire vous mettez la barre où vous nous voulez en termes de sécurité. Le point principal, documentez ce que vous faites. Les risques que vous acceptez, connaissez-les, documentez-les. Puis si vous faites challenger, ben vous êtes capable de dire oui, ça, on l'a accepté, ça, on l'a géré, ça, on l'a rejeté, ça ne s'applique pas pour telle raison. Mais la pire réponse que vous pouvez faire à un client qui dit c'est quoi vous avez fait en cybersécurité, c'est je le sais pas. C'est à partir de là, c'est difficile pour quelqu'un de choisir votre produit plus qu'un autre s'il ne sait pas ce que vous avez fait. Donc, c'est mon point sur ce. C'est par là que je commencerai. C'est très intéressant. Puis, si je comprends bien, tu prônerais le fait de former des gens à l'interne et d'avoir ses propres processus versus, faire confiance à tout ce que ton
provider, excusez pour l'anglicisme, mais va te dire, et ou peut-être aller chercher vers des firmes externes. Je trouve que ça fait un peu un lien aussi avec ce qu'on entendait dans le panel précédent sur le fait qu'il faut absolument miser sur les gens puis faire des formations à l'interne. Donc, est-ce que c'est un petit peu ça que vous prôneriez au sein de l'entreprise? En fait, oui, c'est super important. En fait, je le dis tout le temps, la personne qui a conçu le système, c'est le mieux placé pour savoir comment le hacker puis comment le compromettre. En fait, c'est important de les mettre, ces gens-là, vraiment en avant-plan, puis de les écouter. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que ces gens-là, ils ont identifié une faille, mais le système, les processus actuels sont tellement lourds que de le rapporter, c'est juste trop compliqué. Fait qu'il garde pour lui. Puis là, finalement, quand il arrive quelque chose, il va dire « Ah oui, je le savais, moi, ça. Je l'ai vu, j'étais dedans. Oui, c'était facile, je peux faire ça. » C'est important de vraiment prendre ces gens-là, de les embarquer puis de les faire comprendre que communiquez-nous ces choses-là. Puis à ce moment-là, on va pouvoir les adresser puis pouvoir les évaluer avec les risques puis les méthodes qui existent pour la mitigation des risques. Peut-être surfer là-dessus. Dans n'importe quelle entreprise, les gens, c'est toujours important, mais aussi l'information des gens, de documenter, puis d'avoir des procédures en place pour documenter et transfert d'informations, de former, d'avoir des plans de formation qui permet de transférer l'information importante pour l'entreprise. Donc, ça fait partie des gestions de risques qui sont importantes à gérer. Merci beaucoup. Donc, on arrive sur les dernières minutes. Je ne sais pas si l'audience avait des questions à poser à nos speakers. Oui, bonjour tout le monde. On parle beaucoup sécurité, IoT, côté business, mais en tant que particulier, des fois on consomme des solutions qui sont produites. Comment nous, en tant que particulier, utilisateurs du quotidien, mis à part les normes ISO, on peut être sûr que c'est sécure entre guillemets? Très bonne question. Je peux me lancer. La réponse courte, c'est bonne chance. La réponse longue, c'est plus complexe que ça. Essentiellement, il y a des initiatives qui commencent. Il y a un souci, une conscientisation qu'il faut que cette information-là percole plus. Aux États-Unis, il y a une initiative qui est parue cette année. Essentiellement, ça vise à faire du cybersecurity labeling sur les IoT. Donc, dire certains requis de sécurité. Puis d'ailleurs, le NIST encore est ceux qui poussent de l'avant les standards. Vous essayez déjà à faire en draft, vous pouvez déjà voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils veulent mettre des étiquettes au même titre que quand on achète une composante, on a une étiquette qui dit CSA Approve, bien dire voici les sécurités qui ont été faites dessus. Ça, c'est des initiatives qui s'en viennent. À l'heure actuelle, c'est difficile. Il y a des marques de confiance et des marques qui sont plus réputées que d'autres. Essentiellement, plus c'est pas cher, plus c'est cheap par rapport aux réseaux de composants du marché, plus il y a des chances qu'ils aient coupé les coins ronds. C'est plate à dire, mais c'est une réalité. Pas toujours, mais quand même. Fait que c'est difficile à naviguer. Si les produits d'industrie, le panel d'avant en parlait, ils ont des bug bounty, c'est un bon indicateur. S'ils ont des certifications, c'est sûr c'est un bon indicateur, mais ce n'est pas toutes les compagnies qui peuvent se permettre d'aller chercher une certification, même si on suivi le programme de sécurité. Mais déjà, l'ouverture à se faire poser des questions, c'est un excellent point d'entrée de se dire « Hey, votre produit m'intéresse, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la cybersécurité? » S'ils vous reviennent avec une liste bien détaillée de ce qu'ils ont fait, ils ont au moins fait leur devoir. Si c'est le sales rep qui vous répond 2-3 lignes ou « Ah oui, c'est sécure », ben c'est là que la confiance peut être challengée. Fait que c'est une excellente question, c'est pas facile à répondre. Il y a des initiatives qui s'en viennent, mais à l'heure actuelle, ça dépend vraiment du marché. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait ajouter. Il nous reste 1 minute. Bon, ben c'est parfait. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Puis je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à nos speakers.